Merci de nous retrouver. Donc, on vient de voir comment est-ce que la voile s'invite dans d'autres secteurs d'activité. Donc ici, la voile dans le shipping. Pour parler de l'innovation venue de la course au large et de la compétition, j'ai avec moi Marie Gendron. Bonjour, vous êtes navigatrice et ingénieure matériaux, vous avez une double casquette. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Jean-François Cuzon, vous êtes le fondateur de l'entreprise Pixel sur Mer. Vous allez pouvoir nous parler d'instrumentation et de foil, dont nous avons parlé un peu plus tôt. Et enfin, Gaëtan Gouérou, merci de nous rejoindre, de la société CIA pour AI, pour l'intelligence artificielle. Vous allez nous en parler tout à l'heure plus longuement. Je vais commencer par me tourner vers Marie Gendron, puisqu'on vient de voir une entreprise qui vient du nautisme et qui s'est tournée vers l'aéronautique. Pour vous, c'est l'inverse. Vous êtes ingénieur composite, vous avez travaillé pour Airbus pendant 2 ans et vous êtes revenu à votre passion, la course au large, en Mini 650. Vous présentez ça comme le baccalauréat de la course au large. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors tout à fait, moi j'ai fait le parcours inverse, ouais, c'est ça, j'étais dans l'aéronautique au départ, un petit peu dans la voile aussi, et maintenant beaucoup dans la voile et plus du tout dans l'aéronautique. De par un petit peu aussi mes valeurs, en fait j'avais du mal à concevoir la consommation qu'on avait de carbone et de quantité de matériaux qu'on utilise pour les avions, et venant d'une formation en master en ingénierie des structures composites, c'est là que je me suis dit on a peut-être des choses à faire et on a peut-être d'autres choses à voir. Et donc, notamment la course au large, en tout cas en Mini 650, c'est des bateaux qui font 6,50 m de long et qui sont des miniatures des IMOCA. On peut être des bancs de test qui sont quand même beaucoup moins chers que des bateaux à aussi grande échelle. Donc, nous, on peut être des petits bancs de test pas trop chers, et tout en s'amusant aussi. Donc, voilà l'intérêt. Vous n'êtes pas au départ de cette course de la route du Rhum, mais vous avez construit vous-même votre tout premier navire et c'était en fibre de carbone. Et à la suite de cette expérience, vous avez décidé pour votre deuxième embarcation de travailler sur la fibre de lin. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce changement ? Alors le premier bateau, en fait, j'ai réussi à le construire avec uniquement des déchets, en fait, de la fibre qui devait partir à la poubelle. Et avec toute cette quantité, j'ai réussi à en construire un bateau quasi tout entier, donc c'est quand même intéressant. Et donc le deuxième bateau, je suis restée dans cette optique et dans cette volonté de changer un petit peu de nos productions. Et donc là, je me suis orientée vers une autre fibre, qui est la fibre de lin. J'ai pas voulu aller vers de l'innovation telle que des foils cette fois, mais plutôt aller vers de l'innovation, ou en tout cas continuer de chercher un petit peu de quelle façon on peut consommer, produire autrement. Et donc là, je me suis orientée plutôt vers la fibre de lin. C'est une fibre où on a déjà un petit peu plus de connaissances, un petit peu plus de bagages aussi. On commence à en avoir un petit peu plus. Et donc, j'ai voulu aller dans cette direction. Votre recherche d'innovation, pour vous, c'est de réussir à trouver les mêmes performances, parce qu'on sait que la fibre carbone, elle est légère, elle est résistante. Par exemple, pour des foils, c'est essentiel parce que ça c'est soumis à des pressions très importantes. Donc vous, vraiment, votre démarche d'innovation, c'est comment est-ce que je peux réduire l'impact environnemental de ma course et de mon navire ? C'est ça. En fait, ici, on est dans la course au large. Donc, le poids est quand même le paramètre clé pour être performant. Et en fait, dans ce projet, j'ai voulu voir où est-ce qu'on peut situer, où est-ce qu'on peut pousser le curseur du changement de ces matériaux tout en restant compétitif et performant. Donc, évidemment, on ne révolutionne pas la course au large, on ne révolutionne pas l'impact non plus du bateau, mais du moins, par rapport à la complexité qu'il y a de la course, aux règles qui sont encore en cours dans nos règlements, dans nos jauges et dans tout ça, où est-ce qu'on peut déjà pousser le curseur pour aller faire ces modifications-là ? Et donc avec mon architecte, on a vu que sur un bateau qui pèse 750 kg, 800 kg, on s'est dit, bon, si on met 5 kg de plus, c'est pas un drame. Qu'est-ce qu'on peut changer dans le bateau pour 5 kilos de plus? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein d'éléments dans le bateau. Il y a des verticaux de cockpit, il y a toute une cloison, il y a tous les couvercles de ballast, d'un sub, des capots, des portes. En fait, il y a quand même beaucoup de choses pour un si petit bateau. Et au final, un poids qui est... c'est lissé totalement sur le poids du bateau, ça ne se voit pas, en fait. Merci. De votre côté, Gaëtan Gouérou, vous avez une entreprise qui s'appelait BSB Marine jusqu'à il y a peu, qui aujourd'hui s'appelle CAI pour l'intelligence artificielle, puisque vous faites une vision intelligente assistée par l'intelligence artificielle pour qu'elle aide à la lutte anti-collision. En fait, votre intelligence artificielle repère les obstacles.
Oui, tout à fait. Donc, on utilise cette intelligence artificielle dans la course au large depuis maintenant 4 ans parce que nos premiers systèmes ont été développés pour la dernière route du Rhum. Et finalement, on fait un peu ce qui se fait partout, c'est-à-dire on fait appel à cette intelligence artificielle qui reproduit ce qu'on lui a appris. Et avec une capacité de mémoire phénoménale et une capacité d'analyse qui s'améliore d'année en année avec des développeurs qui développent des algorithmes de plus en plus intéressants. Et tout ça permet de prendre des décisions très rapidement et d'aider le skipper. Tout à l'heure, Michel Desjoyaux rappelait que quand on est seul sur un bateau, c'est un peu plus compliqué. Donc nous, on facilite la tâche. C'est une vigie, parce que vous avez des caméras, vision nocturne, vision diurne, et elle va repérer si on a un container à la dérive, si on a un ovni, un objet flottant non identifié. Enfin, elle réussit à capter de quoi il s'agit, même dans des conditions de houle. Oui, alors, cette intelligence, si vous voulez, analyse l'image. C'est pour ça que c'est une intelligence, c'est une intelligence artificielle qui fait de la vision artificielle plutôt que d'avoir un opérateur derrière un écran. On a cette intelligence qui travaille et qui repère les anomalies sur l'eau. Et comment dire, on lui apprend à reconnaître ce que c'est qu'un bateau, une bouée, un conteneur. Et quand elle a suffisamment d'éléments, effectivement, elle peut donner un nom à cette anomalie et on est sûr d'avoir repéré quelque chose. Et c'est essentiel, vous le disiez, en solitaire ou pour toute traversée en mer, parce que ce type de collision, ça peut mettre fin à une aventure alors qu'on était premier de la course et soudain collision et c'est terminé aux vitesses auxquelles vont les navires. Oui, alors je ne sais pas si notre système permettra d'éviter toutes les embûches parce qu'elles sont nombreuses, mais c'est sûr que cette collision, elle fait peur à tout le monde. Je pense que tout le monde développe, un bateau qui structurellement doit tenir le coup, et c'est vraiment stupide, effectivement, de tout casser suite à un choc qui, lui, par définition, est imprévisible. Et à l'avenir, cette technologie du coup d'intelligence artificielle et de caméra, elle pourrait accompagner le développement des navires autonomes dont on commence à parler, des navires sans pilote, où il y aura toujours des hommes à bord, mais elle aidera aussi à optimiser les trajectoires et à éviter ces collisions. Tout à fait. On a beaucoup parlé de la voiture autonome. C'est d'ailleurs, l'inventeur du système qui s'appelait Oscar avant est un ingénieur automobile on parlait de transfert de technologie tout à l'heure. Donc on a été chercher de la technologie dans l'automobile pour développer notre système. Et effectivement, on s'inscrit dans le développement de la marine où effectivement on peut voir des drones ou des navires autonomes et c'est vraiment des secteurs qui sont en plein développement. Vous parliez de la naissance de votre besoin, c'est venu vraiment d'un besoin du terrain, un plaisancier qui a dit mais je ne vois rien la nuit, comment c'est possible qu'il n'existe aucune solution? Oui, c'est un plaisancier. Alors les plaisanciers, pour la plupart, ne naviguent pas la nuit, donc lui, en tout cas, c'était effectivement son cas, et il a été très très impressionné de savoir qu'on pouvait en fait avancer sans savoir ce qui se passait dedans. Il a cherché un système, il l'a pas trouvé, donc il l'a développé avec cette connaissance qu'il avait pu acquérir dans le milieu de la voiture autonome et avec l'idée de faire appel à des technologies et à des systèmes développés pour de la grande industrie, c'est-à-dire utilisables à des prix abordables. Ce qui est aussi important. Parce que... Offrir une vision nocturne et intelligente à ces navires, nocturne et diurne, les deux. Les deux. Jean-François Cuzon, de votre côté, vous avez créé Pixel sur mer, donc c'est une société qui vient gérer la gestion des données, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec tous les capteurs sur les navires, il y a énormément d'informations, et vous gérez l'intégration de ces données pour une meilleure navigation. Oui, tout à fait. Pixel sur mer, c'est une société que j'ai créée en 2008, après un passage chez Michel Desjoyaux, justement, pour sa route d'Europe 2002. Et oui, notre but, en fait, c'est de proposer des solutions innovantes en système embarqué pour apporter plus de performance et de sécurité aux bateaux à voile et au moteur. Donc on a une équipe de passionnés du monde maritime et ce qu'on cherche, c'est à innover au service des marins. C'est pas forcément mettre de l'innovation à tout prix, c'est tout de suite avoir une application. On sait que le milieu a beaucoup évolué ces dernières années et d'accompagner ces innovations en automatisant certaines choses, en rationalisant d'autres principes, c'est quasi indispensable pour apporter de la sécurité et puis pour mener ces bateaux de course qui sont devenus de plus en plus rapides.
Notamment pour la navigation sur foil. Ça fait partie de toutes les instrumentations qui permettent ce décollage et ce maintien au-dessus de l'eau du navire. Oui, la grande révolution, c'est en 2013 sur la Coupe de l'América, et c'est ce qui a lancé la démocratisation du foil. Qui dit voler en foil, on parle de performance pour réduire le frein que génère l'eau, mais on dit aussi sécurité, parce que quand on vole, voilà, on peut se cracher de plus haut, on est entre l'air et l'eau. Et donc tout ça, sans assistance, ça en devient compliqué, c'est pas accessible à tout le monde. Et donc nous, ce qu'on apporte, c'est des différentes solutions. Alors on parle d'instrumentation, c'est vrai que, à titre d'exemple, un bateau des années 2000, on avait à peu près une trentaine de capteurs sur le bateau. Aujourd'hui, sur les plus grands bateaux, comme les Ultimes, on est entre 500 et 600 capteurs. Donc on ne traite pas de la même façon tous ces capteurs à bord. Il faut des systèmes qui les analysent, qui pourront ressortir des données exploitables par le skipper pour qu'il préserve toute la structure de son bateau, pour qu'il se préserve lui-même, pour qu'il apprenne à connaître son bateau. Et donc on déploie énormément par exemple de fibres optiques dans les matériaux composites pour avoir une cartographie en direct de l'ensemble des déformations du bateau et éviter de casser. Ils captent quoi, tous ces capteurs? C'est la météo, c'est les conditions, c'est l'effort sur les matériaux? Enfin, c'est énorme ce nombre de capteurs. Oui, c'est vrai que tout s'est accéléré en termes d'innovation et le champ des possibles est devenu très large avec la miniaturisation de l'ensemble des systèmes électroniques et des capteurs. On parle de la communication satellitaire. Maintenant, une donnée qui est à bord, qui est générée à bord, elle est traitée à bord, utilisée par les marins, envoyée à terre lorsque c'est autorisé, visualisée sur des plateformes web, analysée, et après, quand c'est possible, on peut renvoyer l'information pour en fait enlever un peu ça du marin et que le marin puisse se concentrer sur des choses qui sont essentielles pour garantir l'intégrité de son bateau, définir sa route, et il a de nombreuses choses à faire. Donc c'est de l'accompagnement en fait des marins pour qu'il reste se concentre sur sa plus-value première. Et comme Gaëtan Gouérou, votre système donc, qui est développé dans ces conditions extrêmes qui sont celles de la course au large, qui ont été optimisées vers la performance, aujourd'hui elles peuvent se développer sur d'autres secteurs d'activité. Oui, c'est ce qu'on a. On a pris un virage il y a une voie parallèle, parce qu'on s'est rendu compte que tout ce qu'on développait pour ces bateaux de course, on voit bien le boom technologique qu'il y a eu ces dernières années. Tout ce qu'on a développé, c'est un vrai laboratoire d'idées et de développement. C'est un milieu où le développement est très rapide parce que le bateau d'essai, c'est à la fois le bateau de course et les itérations pour développer vont très vite. Donc on a développé toute une gamme de produits pour la gestion de la donnée à bord, pour le pilotage intelligent. On parle aussi beaucoup du vol des bateaux qui se démocratise de plus en plus dans le milieu de la voile, mais dans le milieu maritime aussi. Et tout ça nous amène à prendre d'autres voies que la course au large et la course à la voile, dans le cadre de la décarbonisation des transports maritimes, dans le cadre de l'utilisation et le monitoring des matériaux composites de manière plus générale. Et donc, ouais, c'est très intéressant. Pendant que nous parlions, on a reçu une première question. Donc n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à envoyer vos questions sur notre chaîne YouTube. On me demande si on sait combien il y a de collisions entre les navires de course et les cétacés, et aussi ce qu'on peut faire pour les éviter. Il me semble que tous les deux, Gaëtan Gouérou et Jean-François Cuzon, vous avez un projet commun sur cette question des cétacés. Est-ce que l'un d'entre vous peut répondre? Parce que je pense qu'on va répondre tous les deux. Écoutez, les cétacés, c'est vraiment c'est un sujet complexe parce que on peut faire quelque chose pour ce qui nous concerne nous. Si on le voit, il a besoin d'être en surface. Alors on réfléchit à trouver un capteur supplémentaire qui nous permettrait de savoir ce qui se passe sous l'eau. Et pour l'instant, on voit beaucoup mieux à la surface de l'eau que sous l'eau. Donc on y réfléchit, bien sûr. Vous dire combien de collisions, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit la course au large qui en fasse le plus. En tout cas, c'est elle qui fait en parler le plus. Ça c'est sûr. Donc bien sûr, c'est un sujet qui nous préoccupe et c'est une détection qui entraînera une manœuvre, et cette manœuvre, on la traite avec Pixel sur Mer. Et là, je passe le relais à Jean-François qui pourra peut-être en dire deux mots. Un capteur de plus.
Oui, alors nous, on est plutôt pas sur la partie capteur, et c'est vrai qu'il y a eu des évolutions importantes depuis 10 ans sur la détection de l'OVNI. Alors pour revenir sur les cétacés, c'est vrai que le cétacé sous l'eau, l'approche aujourd'hui, on n'a pas trouvé de moyen de détecter sous l'eau et de connaître sa trajectoire. En plus, les bateaux de course ont des surfaces immergées de plus en plus petites, donc difficile de déployer des capteurs dans ce cadre-là. Donc l'approche au niveau du cétacé aujourd'hui, c'est de fonctionner avec des répulsifs pour écarter les cétacés du navire. Et puis ensuite, oui, des ovnis, il y en a plein. Il y a des bouées qui dérivent, il y a des containers, il y a des bulles de bois. Et donc l'objectif, c'est avec des capteurs comme Oscar, mais avec d'autres aussi, c'est d'essayer d'identifier de manière sûre la présence d'une cible à un endroit qui se déplace de telle façon, et c'est de définir une trajectoire d'évitement. Parce que les bateaux, on a des calculs, hein, un ultime lancé à pleine vitesse, le temps de réaction avec une détection dans un état de mer moyen, il faut une réaction dans les 10-12 secondes pour l'éviter. Donc c'est très rapide, et donc il y a toute une automatisation à faire pour éviter cet obstacle de manière efficace, sans mettre le bateau à l'envers non plus, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec un bateau à voile de cette taille-là. Pour revenir vers vous, Marie Gendron, sur cette question aussi des collisions avec les cétacés, vous qui cherchez à limiter votre impact pour l'environnement, c'est la construction, et c'est aussi forcément la défense de la faune, de la flore marine. Est-ce que vous y réfléchissez aussi quand vous cherchez comment concevoir votre navire et comment gérer vos courses? Alors, nous, en mini, c'est assez facile et rapide dans le sens où on est les bateaux les plus dépourvus d'électronique, en fait. On n'a pas de cartographie à bord, on n'a pas de moyens de communication à part la VHF entre les bateaux. L'Iridium, ça n'existe pas à bord. Donc, en fait, j'ai envie de dire, on est des bateaux où on essaie de faire attention à notre pratique dans le sens où on essaie d'être le plus neutre possible. Et là, en l'occurrence, ne pas mettre des capteurs partout dans le bateau, bah, forcément, ça fait ça de moins de consommer. Donc, on est vraiment la base de la course au large le plus simple possible. Et on essaie de rester le plus simple et le plus, le plus neutre possible. Cette neutralité, on va essayer d'en parler tout à l'heure dans notre deuxième table ronde sur la réduction de l'impact environnemental de la course au large. Merci à tous les trois pour vos éclairages sur les innovations technologiques liées à la course au large. Merci.